Bonjour à tous, bienvenue sur Sword and Baguette. On se retrouve pour une petite vidéo méta. On sait que ça vous plaît sur les listes du moment. Donc c'est la troisième, quatrième, je sais plus. Ouais, on a dû la commencer en novembre, décembre, février. Donc là on est en avril, on va pouvoir faire le point. Toujours le même objectif sur le format, partager les bonnes informations, encore une fois, que vous ayez toutes les listes, tous les trucs qui fonctionnent bien, rassurer sur la variété des listes, et notamment des factions, hein, parce que même si on est beaucoup à dire que y a des armées qui galèrent beaucoup, que l'Empire c'est un peu en dessous, machin truc, ça n'empêche que vous avez des mecs de toutes les factions qui font premier, deuxième, troisième dans des tournois, qui font du 5 victoires, du 4 victoires, une défaite, etc. Donc voilà, vraiment très très bien. Et puis sur certains cas particuliers, il n'y en a pas beaucoup sur cet épisode. Mettre en avant des compositions, c'est-à-dire des choses qui fonctionnent, qui sortent un petit peu de l'habitude. Donc voilà. Ce coup-ci, on est passé de MetaHammer qui a un petit peu lâché l'affaire, malheureusement, le pauvre. Peut-être trop de ressources pour que ça tourne. On est passé à All World Rankings. Donc petit site qui permet d'avoir les listes, les stats, tout ce qui va bien. Donc voilà. On vous le rappelle, The Old World est un jeu, n'est pas un jeu de liste, c'est un jeu de table. Il vaut, bien sûr, si vous jouez mal avec une bonne liste, vous serez meilleur que si vous jouez mal avec une mauvaise liste. Mais il faut quand même, vous allez mieux vous démerder si vous jouez bien avec une mauvaise liste, plutôt que si vous jouez mal avec une bonne liste. Alors c'est pas un détail, essayez pas d'avoir la liste la plus OP possible, la plus calibrée, etc. Parce que ce qui compte, c'est ce que vous allez en faire sur table. Donc voilà, c'est comme, voilà, on va pas vous faire la blague sur, c'est pas la taille qui compte, mais l'idée, elle est vraiment là. Ce qui est intéressant surtout, c'est l'état de santé global du jeu au bout d'un an et 2 mois. On a quasiment tous les bouquins qui sont sortis. Les deux qui nous restent, c'est les Elfes Sylvains et les... comment ils s'appellent pardon, les Zombettes, hein, j'oublie mon armée. Alors, le mec est fatigué. Vous le sentez, hein, j'ai la voix qui est pas la même, un petit peu malade. J'ai plein d'enregistrements cette semaine, donc je pense que vous allez avoir de la bonne voix encore plus nasillarde que d'habitude dans la tronche. On va kiffer. Bref, taux de victoire des factions, donc petite infographie. Merci ChatGPT de m'avoir généré ça. Alors je l'ai insulté déjà une première fois, je l'ai partagé sur le Discord sur une baguette. Lien dans la description, pensez à venir vous mettre dessus, c'est toujours cool. Pour en parler un petit peu. Et au final, on m'a dit, bah, il manque la dernière armée. Donc, je l'ai refaite. Et là, il m'a proposé une version un peu plus sympa que la première. Donc, je suis assez content. Même si c'est pas foufou, c'est vraiment pas mal. Voilà. Les armées qui sont les plus fortes du jeu actuellement sont à 50% de win rate. Alors, comment on a fait, comment j'ai sélectionné ces éléments? J'ai retiré tous les tournois en ligne. Les tournois en ligne sont très très bien, mais ça reste pas un jeu ça reste vraiment déconnecté de la réalité. Sachant que, en plus, on va avoir des biais. On a notamment des joueurs, même s'ils sont censés faire du 1v1 au tournoi, c'est 4 ou 5 mecs qui donnent des conseils aux gars. Donc voilà, alors il y a encore une équipe qui s'est fait choper, donc on va les virer du tournoi assez rapidement par rapport à ça. Enfin, ils jouent pas le jeu, donc s'ils jouent pas le jeu, il n'y a pas de raison qu'ils soient dans le classement. En plus de tricher sur table, mais ça c'est un autre sujet. Comme par hasard, hein, c'est toujours lié. Et surtout, vous avez l'aléatoire de Warhol qui est vraiment dans un univers complètement différent. Si vous voulez en discuter, pareil, vous allez en discuter avec JP qui est sur le Discord de Sword and Baguette, qui est dans les modérateurs. C'est son métier de base, tout ce qui est programmation de ce type. Et voilà, il vous parlera de du magnifique aléatoire de Warhol. Et on l'a encore vu hein, avec des games qui n'ont aucun sens, juste parce qu'un mec chatte comme c'est pas permis. Le problème, c'est que, en général, une game comme ça, où il y a un gros différentiel de chance, on s'en souvient pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, là, quand c'est quasiment à chaque game qu'il y a un mec qui a une moyenne à 10,5 sur 2d6, et l'autre qui a une moyenne à 3, bon, au bout d'un moment, on va commencer à accepter que ça permet juste de connaître des patterns, et que ça va absolument rien dire sur le jeu. Enfin bref, j'ai sorti les tournois en ligne, encore une fois... Ça prend en compte que les parties à 2000 points en tournoi, des GT et des RTT. RTT c'est 3 games ou moins, GT c'est 5 games ou plus. Donc si vous avez fait un petit tournoi à 2 games, ça ne compte pas. Si vous avez fait, enfin voilà, il y a plein de petites choses qui sont validées. Et en effet, si vous arrivez dans votre armée dans un tournoi de 6 personnes, au niveau des stats, ça a la même valeur si vous mettez... 3 victoires contre vos 3 petits cousins sur votre dimanche en famille, etc. Et que vous vous amusez à marquer le score sur du recrut ou ce PCP, c'est possible. Ça comptera de la même manière qu'un 100% de win rate, un 3 sur 3, qu'un mec qui va aller faire un 3 sur 3, un tournoi à 300 personnes avec un cash prize et
qui va être décomposé en 2 tournois et où le top 8 du premier jour va se transformer en un autre tournoi, élimination directe pour le dimanche. Enfin voilà, encore une fois, ce sont des stats. Comme disait Churchill, on n'y croit que si on les a falsifiés soi-même. Ou comme le disait Drichen, c'est comme les mini-jupes, c'est bien mais ça cache l'essentiel. Donc c'est quand même rassurant malgré tout, on a des biais, c'est des stats, mais on a 50% de win rate sur les armées qu'on considère comme du tier S, donc les Bretoniens et les Rois des Tombes, c'est un secret pour personne. Moi ce qui m'a surpris un petit peu c'est le Vampire je le mettais en tier S, mais en fait en termes de stats, Vampire, Welf et Sylvain ils sont à 47%, alors c'est un peu dégueu là en termes de tronche, mais voilà. De toute façon, c'est pas un demi% près que ça va changer grand chose. Le nain du chaos et le guerrier du chaos sont à 46%, donc on est vraiment dans le même truc. Donc 50% et plus, parce qu'il y en a un qui est à 50,5 en étant précis, mais j'ai marqué 50, 50,49. Tout ce qui est à plus de 45 que j'ai mis en tier 1, tout ce qui est entre 40 et 45 inclus, donc l'homme bête, l'elfe noir, l'empire, l'orque et gob, etc., qui sont à 45, enfin 44 et quelques, 42 et quelques, 41 et quelques. Et ensuite, tout ce qui est en dessous de 40%, que j'ai mis le tier 3, donc les ogres. Alors les ogres sont vraiment pas loin d'atteindre les 40%, donc ils sont en limite entre les deux tiers. Et tout ce qui est lézard scaven, on le sait, c'est un secret pour personne. C'est difficile à jouer, donc ça se voit sur le win rate. Comme on va vous le montrer, c'est pas parce que c'est difficile à jouer que vous ne pouvez pas faire un podium avec, que vous ne pouvez pas faire un full victoire avec. Donc on va faire le tour des listes, en commençant comme d'habitude par les forces fantastiques, histoire de vous montrer que globalement, toutes les factions, alors sauf une, je sais, il y a le démon. Le démon, même si il est à 42 ou 43% de win rate, c'est très difficile de le voir, parce que en fait, pour gagner un tournoi, il faut au moins 80% de win rate. C'est souvent des mecs qui vont faire 5-0, 4-1, 6-0, 5-1. Donc forcément, c'est facile d'être quand même dans des stats raisonnables, c'est-à-dire de passer un week-end où vous allez gagner 3 games, en perdre 2, ou en gagner 2, en perdre 3, etc. Toutes les armées sont capables de le faire, d'avoir un match-up plus ou moins équilibré avec l'ensemble des match-ups possibles, etc. Pour gagner un tournoi, il faut y aller un petit peu plus en général, et souvent il y a des joueurs qui sont meilleurs, qui vont mieux connaître leur liste, qui vont être capables de comprendre les notions de méta, etc. Et c'est ces gens-là qui vont aller sur les podiums, mais des fois avec de l'homme lézard, avec du Skaven ou des choses comme ça. Enfin bref, voilà, on a refait un petit point sur les stats, on va tout de suite commencer par les forces fantastiques. Allez. Un jour peut venir où le courage des hommes faillira, où nous abandonnerons nos amis et briserons tout lien. Mais ce jour n'est pas arrivé. Allez, c'est parti, on va commencer par l'Empire. Alors, déjà le principe, je me suis intéressé qu'au tournoi en 2000 points sur 3 games, 5 games, enfin du format compétitif. Les formats un petit peu à la Zob où tout le monde vient pas, comme les journées sans classement, French Wargame Café. Tout ça c'est super, mais comme ça représente pas le jeu tel qu'on a envie de le mettre en avant, c'est-à-dire un jeu où les deux joueurs arrivent avec l'intention de gagner, et pas juste de lancer les dés en se souvenant qu'il y a 20 ans ils avaient fait la même chose. Forcément, c'est pas dans notre cadre, donc c'est pas ce qu'on va aborder, tout comme on va pas intégrer les 2v2. Les 2v2, on adore ça sur la chaîne. Mais cependant, c'est pas représentatif du jeu normal, surtout des jeux avec des gros scénarios, etc. Donc le but vraiment, c'est de partir sur le jeu comme il a été conçu, c'est-à-dire pour du 1v1. Vous le voyez, le bouquin de règles a été écrit comme ça, avec les deux qui veulent gagner, hein, c'est l'idée du jeu standard. Donc on part sur ça. Le premier, donc l'Empire, 8 et 9 février 2025 en Angleterre, un petit tournoi à 22 personnes, 4 victoires, une défaite. Alors c'est assez cool parce qu'on est sur une liste super variée, on est dans vraiment tout ce que l'Empire peut faire, pas de triplette de personnages, etc. On a un petit général de l'Empire sur le Griffon, toujours sympathique, avec son armure qui permet de faire un hammer end. Les lauriers de la victoire, comme ça fait ça compte double pour les dégâts. Donc les de rien, le hammer end, plus la lance de cave qui font dégâts doubles pour la résolution de combat, plus les quelques attaques du Griffon, ça vous permet d'aller chercher 2-3 trucs, donc c'est plutôt cool. Un petit level 4 en nécromancie, ça c'est assez surprenant, mais ça se comprend en fait quand on va voir les demi-griffons de mort. En fait, on va avoir un domaine où vous allez aller chercher du malus au commandement, et vous avez un pack de 4 demi-griffons, donc qui a PU 12, qui cause la terreur. Donc avec la règle de peur, la règle de terreur, etc., vous pouvez commencer à faire des trucs sympas. De la même manière, vous avez le Steam Tank, qui va être très bon pour ces tests de terreur. Et comme vous avez 2 grands canons et 40 arquebusiers, vous êtes capable en fait d'aller mettre des tests de panique assez fréquemment. Donc vous avez 3 tests de terreur dans la liste, 3 sources de terreur, pardon, des trucs pour faire paniquer,
Et après, un petit pack de chevaliers à côté pour aller faire un petit peu la police et assurer d'impacter là où il faut ou de défendre soit les flancs des demi-griffons et du steam tank, soit protéger la batterie d'artillerie. Alors, toute petite batterie, hein, seulement deux grands canons. Donc voilà, une liste assez polyvalente, assez cool. 3 tests de terreur de la nécromancie, ça permet de vraiment jouer sur le com contre pas mal d'armées. Donc voilà, très bonne petite compo et qui a fait son taf, hein, deuxième sur 22, c'est plutôt pas mal, 4 victoires, 1 défaite. On est dans de bonnes conditions. Ensuite, on va passer chez les Brotos. Donc là, vous voulez dire, spam de Pégase. Non. Pas de Pégase. Enfin, il n'y a pas de Pégase. Il y a un patron sur Pégase. Ça, c'est vrai. Il y a un petit patron sur Pégase, un petit duc, avec son Ogre Blade, sa vertu qui fait les D3 attaques en plus. Ça fait son taf, il n'y a rien à dire. Un petit baron à pattes, avec le corps de Frédémon, donc ça permet d'avoir un commandement neuf. Il va dans le pack de Chevalier du Royaume à pied. Vous avez un petit paladin avec la Chalon, donc qui ignore les tirs de contre-charge en V du Graal, donc ça va aller dans les Chevaliers du Graal avec la bannière de guerre, donc on est sur une bonne résolution pour le pack. Vous avez Lady Elise du Char, ma préférée, meilleure anti-magie du jeu, qui permet vraiment de contrôler, de mettre une très grosse pression à l'adversaire. Des bons packs d'infanterie, donc on l'a dit, hein, les 19 chevaliers du royaume à pattes et qui vont servir d'escorte pour le baron avec le corps. Vous avez les 35 hommes d'armes avec état-major complet. Vous avez un petit pack de 12 paysans avec, alors il y a une bannière, c'est un peu surprenant de la voir, mais c'est toujours marrant pour du tirailleur. 6 petits chevaliers du royaume, bon voilà, je suis pas trop fan de cette unité-là. Surtout qu'il a mis le MC, donc il a investi un petit peu de points là-dedans. Et il est quand même à 652 points de corps. Donc en fait, il y avait un monde où il pouvait même quasiment se passer de cette unité-là en rajoutant 10 points d'archer à côté et pouvoir mettre autre chose. Mais il a fait le choix là, ça fait une armée très variée. Un petit peu de tout, on n'est pas juste dans le spam. Et puis bah, vous voyez, hein, 5 victoires, premier sur 26 à un tournoi au Canada. Et bah GG à lui, c'est varié, c'est beau, il y a Elise du Char, donc ça fait plaisir. Côté nain, on commence à sortir un petit peu des compos qui étaient un peu chiantes, où il y avait juste deux gros packs centraux. Alors on n'est pas non plus dans la folie, hein. Là on va partir sur 4 packs, enfin un gros pack et 3 packs intermédiaires. Donc un petit pack de guerriers nains en base, avec un petit peu de runes, etc. qui vont bien dessus. Donc ça c'est assez cool. Les 14 rangers, c'est toujours bien les rangers. On voit le retour de la catapulte encore dans les listes naines. Vraiment très efficace la catapulte, ne passez pas à côté, beaucoup de joueurs trouvent ça mauvais. Une chance sur 3 d'avoir 5 chances sur 6 de mettre un D3+1 sur quasiment tous les gros du jeu, c'est vraiment très très bon en termes de stats. Donc même si vous déviez de 2, etc., vous allez pouvoir toucher. Le gyrocoptère, toujours très bien, en spam, toujours compliqué à jouer. Sur table en fait, voilà, c'est fort quand vous respectez pas trop les règles, quand vous faites attention aux mouvements, etc. C'est un petit peu moins efficace. Le pack d'Iron Breaker, donc on est sur un pack de brise-fer, donc là c'est tout en charisme. Et un petit pack d'Iron Drakes avec la Trollhammer Torpedo. Donc voilà, on est que sur des unités connues. On est assez surpris en fait que le pack de guerrier soit pas un pack de longue barbe en base, mais bon c'est comme ça, hein. Le pack est assez cool comme il est. Au niveau des persos, on a l'enclume, toujours bien. Vous notez qu'on n'a pas de chariot. Ça, c'est quand même une grande surprise. En général, quand on a un chariot, on aime bien mettre une enclume. Quand on a une enclume, on aime bien mettre un chariot de Bugsman pour avoir un bonus de move et démultiplier les mouvements. Là, à première vue, on est sur une liste beaucoup plus traditionnelle, beaucoup plus défensive. Vous avez le petit âne, grande bannière avec la grugny, avec la rune de bataille en plus. Donc, s'il va dans les guerriers nains, vous allez avoir étendard avec rune de bataille, grande bannière avec rune de bataille. Donc, on a déjà 4 points de bannière. Donc, ça commence déjà à parler. En plus du close order, tout ce qui va avec. Donc, plutôt cool là-dessus. Une petite rune de furie. Bon, hein, on sent que le mec est là pour le fun, est là pour s'amuser. Le mec a donné des noms à toutes ses unités, hein. Il y a une des catapultes qui s'appelle Tuas Delph, etc. Enfin, fantastique. Le petit âne avec arbalète Gatling, hein, on le connaît très très bien. Donc on rappelle, à 30 pouces, il peut bouger jusqu'à 3 pouces. Tirer à 30, il fait 2 tirs à 3+. Chaque touche va faire 2 des 3 touches, force 4. Armor Bane 2 et enflammé dans les unités. Donc un bon petit perso. Et puis un petit âne en plus, Rune of Might avec une arme lourde. Bon, là, on sent que c'est le côté un petit peu sympathique, un petit peu marrant. Le petit perso en plus, peut-être qu'il va dans les brise-fer pour filer un petit peu de punch avec de la petite patate force 6.
Ça fait son boulot, encore une fois, voilà, 4 victoires, 1 défaite, 4ème sur 22, donc un bon score pour un nain, qui est pas parti uniquement sur la doublette de gros pack qu'on a vu performer en Angleterre sur la fin de l'année 2024. Donc très content, très content. Les racailles, bah niveau racailles, voilà, les hauts elfes. Comme d'habitude, on a du dragon. Le dragon est très très fort en elfe. Donc là, on est sur un petit prince Adi, dragon stellaire, le petit talisman pour avoir la 5, le dragon helm avec la full plate pour avoir une sauvegarde à 2 avec le bouclard. Oui, il y a bien un bouclier, excusez-moi. Une petite opale parce qu'on se méfie toujours des canons. La petite régène. La petite beating blade pour taper magique et avoir la PA-2. Toujours intéressant. Il y a beaucoup d'intérêt dans certaines listes. Donc c'est très sympathique de faire le taf. Alors je pense m'être planté sur la date. Si c'est le 1er et le 2 mars. Hein, pas le 1er et le 3 mars. Un petit archimage level 4 à patte qui va aller qui a l'honneur de la cigarde. Alors pour quelle unité il va rejoindre? Est-ce qu'il va rejoindre des Avelorn? Je pense que c'est le plus logique. Bon, dans tous les cas, c'est une bonne petite unité, l'archimage level 4 en magie de bataille. Ça blast, ça fait du double move. Encore une fois, je vous l'avais dit dans le Tactica sur Crass, si vous jouez en magie de bataille, vous allez avoir assez fréquemment l'Arcane Urgency. Si vous avez l'Arcane Urgency, vous pouvez vous permettre de ne payer qu'une seule opale à votre dragon. Si vous ne jouez pas l'Arcane Urgency, payez 2 opales parce qu'il y a un moment où vous allez prendre 2 fois plus de boulets de canon que prévu. Donc voilà, le but c'est d'arriver en vie quand même en face. On retrouve le petit dragon, le petit noble, pardon, lapsus, avec sur Griffon avec son porteur de bannière. Alors il n'a pas été chercher une bannière magique à plus D3 de résolution ou en bannière de guerre. Ça m'a un petit peu surpris, mais bon, pourquoi pas. En base, on est sur de la cave, donc 2 packs de Homme d'Argent, 2 packs de River. On note qu'il a été mettre les Ring of Fury sur les Homme d'Argent. Donc Ring of Fury, c'est un objet commun qu'on a dans l'Arcane Journal qui permet de balancer le Hammerhand, la main de marteau avec le champion. Donc ça fait des bonnes patates. En plus des attaques de lance de joute. Donc l'air de rien, ça fait des trous. Vous avez 2x5 archers elfes qui servent uniquement pour gagner des pods au début. 3 petits packs de sœurs. Assez réduites, c'est assez surprenant. Donc on a le pack de 5 avec l'anneau rubis de ruine qui est un classique chez les elfes. Le pack de 5 avec l'arc du patrouilleur, pareil, qui est désormais un classique. Vous allez essayer d'embusquer l'unité, vous arrivez sur un flanc, vous allez blaster comme il se doit. Les deux cotres sont assez surprenants, mais pourquoi pas, ils font le taf. On est sur une armée qui est très mobile, très agressive, et qui va être capable en fait d'alterner des phases de tir, de soutien et de charge pour aller finir les mecs au close. Ce qui lui surprend le plus, c'est le petit pack de 5 sœurs d'Avelorn sans rien. Donc est-ce que c'est ça le pack qui doit accompagner l'archimage? Un petit peu surprenant, mais voilà, des choix qui ont fonctionné. Hein. Premier sur 28 et avec 5 victoires. Bon, il joue au elfe, mais quand même bien joué à lui, quoi. Ah, au niveau des elfes sylvains, là, ouais, alors, là c'est paradoxal, on est en Australie, les Australiens utilisent des systèmes de score différents encore. Vraiment, votre capacité à gagner un tournoi va dépendre, ok, du hasard de la ronde suisse, mais de la manière dont les orgas vont vouloir compter les points. Beaucoup de tournois essayent encore de jouer en 20-0, etc., parce qu'il y a un format qui ne correspond pas du tout à The Old World. Certains mettent juste des points de victoire, pareil, ça peut être bien, ça peut être pas bien. Nous, on vous l'a dit, notamment avec le format French Hammer, le but c'est de coller au jeu comme il est, donc de faire juste victoire ou victoire écrasante, c'est ce qui est écrit dans les scénars du bouquin. Bon, là on est sur une armée qui a fait 15e sur 29 avec 4 victoires et une défaite, sachant que le deuxième est à 3 victoires de défaite. Donc voilà, c'est un format un petit peu particulier. Globalement, j'ai regardé si cette liste était en format French Hammer, elle aurait fini deuxième du tournoi, en termes de points par rapport à ce qui a été mis sur les autres. Bon, encore une fois, hein, il faut s'adapter à l'endroit où on va. Vous avez le petit capitaine sur Grand Cerf, qui est vraiment pas mal. J'ai découvert pour du format 2v2 là, pour Mordel. J'ai assez agréablement surpris de ce qu'il est capable de faire. Du coup, il y en a un deuxième, donc il y a le capitaine et le lord. Donc là, le lord, il est stuffé un petit peu plus sympathique, avec du malus à la touche, etc. Donc assez funny. Deux petits Shadow Dancer, un avec la Dragon Slaying Sword, donc voilà, il n'est pas là pour déconner. Le petit level 4 qui va bien en magie de bataille, ça me surprend un peu. On sent que le mec veut vraiment aller casser des bouches.
Au niveau des flèches magiques, on est sur du tir empoisonné, on est là pour être efficace. Hein. Que ce soit les cavaliers, les 8 Glade Riders, ils sont empoisonnés, les 2 packs de scouts sont empoisonnés, les 2 packs de Glade Guard sont empoisonnés, voilà. On est sur l'efficacité au plus simple. Il continue de jouer un pack de 6 Sœurs des Épines, vous notez, avec une bannière de guerre. Donc en fait, il va aller au corps à corps, et donc en fait, je pense que les 2 persos sur Grand Serre vont aller dans ce pack de Sœurs des Épines. Donc c'est original de voir un pack orienté corps à corps avec ses 2 patrons. Est-ce que c'est ce qui fait qu'il n'a pas mis suffisamment de points parce que ça coûte quand même assez cher quand ça meurt, etc. Et c'est ce qui fait qu'il a fait que 15e malgré ses 4 victoires peut-être. Mais vous ponctuez avec ça 4 lémures, qui sont vraiment pas une unité qu'on voit fréquemment, 2 packs de 7 danseurs de guerre. Et ben vous avez une liste qui est vraiment unique, très agressive, avec du bon corps à corps et des bons tirs empoisonnés. Et ben ça vous fait une liste qui est capable de choper 4 victoires en sortant clairement des sentiers battus. Bah bien joué, hein, bien joué à lui, encore une fois, il n'y a pas grand chose à dire de plus que ça, quoi. Vous goûterez à la chair humaine. Allez, on enchaîne tout de suite avec les hommes bêtes. Alors vous allez voir, au 5 à 6 avril, il y a eu pas mal de tournois. Même en Angleterre, il y a eu un tournoi à 40, un tournoi à 30, un tournoi à 26. Enfin, vraiment, le jeu compétitif part bien. En tout cas, le jeu compétitif sain part bien. Donc ça, c'est vraiment cool. Là, on est sur une liste. Alors, il y a des éléments qui sont très classiques. Vous avez la doublette d'enfants géants. Vous avez le Doombull de corps à corps avec les malus pour toucher, qui est combiné avec un Wargore, etc. Donc pour avoir du -2 pour le toucher, etc. Mais surtout, vous avez, bien sûr, le level 4, élémentalisme, fétiche et rubis de ruine, ça y a rien à dire. Mais surtout, vous avez un pack de 50 archers Ungor qui récupèrent la bannière vitriol pour taper empoisonné. C'est totalement con, on utilise le même principe que ce que font les gobelins de la nuit, etc. Ça permet d'offrir une autre composition pour les trucs, c'est très très drôle. Est-ce que c'est fort? Bah écoutez, 2ème sur 40 avec 5 victoires, ça semble plutôt efficace. On a les Pumba, on a tout ce qu'il faut. Bah moi je trouve ça excellent ce genre de composition. Alors, JP Cassick va m'insulter quand je vais lui dire t'as le temps de me peindre 40 Ungor en plus. Mais clairement, c'est le genre de liste que j'ai envie de tester en homme bête. Donc en fait ça me fera juste remplacer mon pack de 25 Gore actuellement et 10 Ungor par peut-être 40 ou 50 Ungor et 10 Gore, ou 5 Gore simplement. Mais non, plutôt amusant, et que des choses qui fonctionnent bien à côté. Alors encore une fois, l'enfant géant du chaos, c'est le choix de la simplicité, c'est pas très méta de lui filer la régène. Mais voilà, il y a beaucoup de contre à la régène, beaucoup de moments où ça fera malheureusement pas la différence. C'est pour ça que je le préfère en corne en fait actuellement pour être efficace sur beaucoup de match-up et ouvrir des matrices d'appariement, mais ça c'est pour le jeu en équipe. Donc voilà, assez amusant. Et puis, écoutez, l'homme bête de tir, on en est là, hein. C'est ça The Old World, les gars. Vous pensez à un concept, il y a un monde qui vous fera, il y a un monde où ça existera et ça sera valable. Ensuite, en guerrier du chaos, alors c'est pareil, n'oubliez pas, on vous le dit souvent, l'infanterie est morte. Donc là, le mec finit premier avec un pack de 27 guerriers du chaos. Voilà, 27 guerriers du chaos, un level 4 en démonologie, donc pour leur filer le vol et le plus 1 attaque, plus 1 en force, plus 1 à la PA sur les attaques. Ce qui fait des attaques force 5, PA -2 par bonhomme, donc ça vous met vraiment des bonnes patates. Un petit pack de chevaliers, 2 packs de dragon ogre, histoire d'assurer les trucs. On est sur de la grosse rétention de points. Vous avez un dragon à 650 points et 750 points de guerrier du chaos. Et après, les trucs faciles à tuer, c'est des dragons ogres et des chevaliers du chaos. Donc autant vous dire qu'on est sur une armée qui porte ces... voilà. Donc plutôt cool. Bien sûr, on peut toujours discuter. Est-ce que c'est le meilleur stuff? Est-ce que la Rune Sword, c'est la meilleure arme, etc. S'il n'y a pas des combos plus intéressants, etc. Après, ça reste de la branlette. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même une liste avec un gros pack d'infanterie d'élite, ce que tout le monde nous explique, moi le premier, que c'est naze. Bah, ça fonctionne, en fait. Donc encore une fois, jouer à ce putain de jeu. Niveau Roi des Tombes, alors le Roi des Tombes, alors on a eu la période culte mortuaire en francophonie qui a fonctionné, c'est un petit peu l'exception, etc. Chez les anglo-saxons, on est sur de la doublette de Dragon d'Os.
qui est un mauvais dragon, mais qui est un dragon pas cher, donc au final ça lui permet de faire le taf, soutenu dans ce cas-là par 2 Necrosphinx, avec en plus des Stalkers, etc. Donc voilà, une petite liste assez amusante. Le petit level 4 de l'illusion qui va bien dessus avec le lore familiar. Donc on est sur un mec qui veut même pas jouer ses primaires de domaine, ses primaires d'armée. Donc bonne petite listounette, plein de choses que je comprends pas. Clairement, je comprends pas pourquoi les Stalkers, je comprends pas pourquoi pas aller chercher du tir empoisonné, se priver des beaux chapitres, le Necrosphinx, je le trouve pas fou. Mais ça fait son taf, on l'a vu dans des tournois en équipe, le double dragon, double nécro. Bon, bah écoutez, si ça fonctionne, est-ce qu'on a vraiment quelque chose à dire, hein? Côté Angleterre, pareil, que je vois beaucoup de joueurs Orc et Gobelins nous expliquer que l'armée est nulle, etc. Alors déjà, c'est pas fluff, hein. Si vous vous plaignez, c'est que vous êtes dans l'analyse. Si vous êtes dans l'analyse, vous n'êtes pas un Orc et Gobelin. On est sur les petites listes assez classiques. Donc on a un petit level 4 en élémentaliste, un petit level 4 en illusion. On a 2 packs de Gobelins de la nuit, un pack avec le drapeau rouge, donc il va aller chercher pas mal de résolutions de combat, et un pack avec la bannière pour tirer empoisonné. Vous avez du Squigger, vous avez des Squighoppers, vous avez vraiment tout ce qu'il faut dans une armée. On a les Doomdiver catapultes, hein, ils ont la meilleure catapulte du jeu, donc ça serait dommage de s'en priver, même si c'est pas totalement fluff. Bon, y a un gobelin au nob, le gobelin est venu avec ces deux Doomdivers, de la même manière qu'ils ont traîné leurs copains un peu stupides là, qui se trimbalaient à dos de wyvern. Ils lui ont filé un pantalon de troll et ça y est, ils lui ont dit vas-y, va mourir devant nous. Bon. Au final, c'est une très bonne armée qui fait son taf, l'orc et gobelin. Je suis vraiment pas surpris de l'avoir sur le podium. Pour moi, c'est une armée qui a beaucoup d'avantages. Là, on est sur plein de choses standards qui marchent très bien, c'est-à-dire les mouvements aléatoires, les catapultes et les packs de tir empoisonnés soutenus par une magie en élémentalisme. Vraiment très bien. Vraiment très bien. Très agréable de voir ce genre de composition qui fonctionne. Vous notez aussi qu'il n'a pas d'anneau rubis de ruine. Ah, on a pourtant un gobelin Warboss sur Squig. Il a choisi de ne pas lui mettre un anneau rubis de ruine, qui est l'une des combos les plus efficaces du jeu en termes de mobilité et de létalité. Donc voilà. Bon, on a fini les hors sauvages. Bon, allez, on va se faire les petites legacy, parce que là, il y a quelques trucs à dire. N'empêche que je suis une légende. Quel enfer d'être malade, je vous jure. Hein. Les femmes se foutent de nous en mode ouais, dès qu'on a un rhume, on est en train de mourir. Mais là, je suis vraiment en train de mourir de ce rhume. C'est incroyable. C'est purée. Là, j'ai un pote Picard qui m'a dit, il m'a dit pourquoi t'es au Portugal, il fait 17 alors que chez nous, en Picardie, il fait 21. Bon, envie de crever. Bref, du coup, les nabos du chaos. Alors là, on reste dans du standard. Encore une fois, tournoi 5 et 6 avril en Angleterre, 40 joueurs, 5 victoires. Voilà, il a déroulé son taf. Avec tout ce qu'il y a de plus standard. Donc on est sur du Big Daddy, donc un patron sur Taurus, donc un patron sorcier sur Taurus, un patron orque noir sur Wyvern. Encore une fois, la Wyvern est nulle, mais l'orque noir qui vole, c'est très bien. 2 Iron Demon. Il a fait le choix de se passer totalement de machine de guerre pour jouer 10 gobelins, 10 hobgob avec arc, 10 gains d'inferno parce que c'est obligatoire, et 20 orques noirs avec le drapeau rouge. Donc une bonne source de résolution de combat, ça met des patates raisonnables, petit mélange de bouclards et d'armes lourdes dans le pack. Bon bah, une bonne armée, encore une fois le nain du chaos fait partie des armées très bien statées, hein, on est sur du tier 1, donc c'est vraiment cool de le voir que cette armée Legacy continue de performer dans la longueur. Alors oui, on la voit performer sur du format 2v2, 1500 points, etc., mais la voir performer sur du 2000 points dans des conditions actuelles, c'est vraiment cool. Et surtout, bah, pour faire un boucle avec ce que je vous disais sur le format Renegades, bah, clairement, ça fait partie des armées qui n'en avaient pas besoin, qui n'avaient pas besoin de modification, d'amélioration, parce qu'elles scorent déjà. Donc bon. Ensuite, on va passer au démon du chaos. Bah, là, c'est l'inverse. C'est l'armée qui a vraiment besoin d'un petit coup de main de la part de Games. Encore une fois, le démon du chaos est binaire. Contrairement au lycéen de 2025. Globalement, vous allez avoir que 2 match-up. Les match-up où le mec tape magique et vous allez mourir. Les match-up où l'adversaire ne tape pas magique et vous allez le défoncer. Donc on est sur une petite armée avec un petit duc du changement. C'est cool avec les 2 têtes. Donc voilà, un petit level 5. Vous avez le prince démon. Encore une fois, il est 2 Zench avec le vortex de pouvoir en magie de bataille.
Vous avez vos packs de Blue Horror, enfin des Pink Horror, des Horrors roses, des Horrors bleus, vous avez des Brimstone, vous avez des gargouilles. Vous avez tout en Zench, donc c'est une armée de Zench avec juste un petit Soul Grinder de Slaanesh pour le soutenir. Est-ce qu'il a mal cliqué au moment d'envoyer sa liste? J'en sais rien. Voilà. Encore une fois, 3 victoires de défaite, c'est un résultat moyen, c'est pour ça qu'il est dans le ventre mou du podium, hein, 15 sur 40. C'est cohérent malheureusement pour l'armée démon, qui est pour moi l'armée qui souffre le plus, non pas en termes de win rate, parce qu'au final, ça va vraiment dépendre si vous tombez sur les bons adversaires ou pas. Mais sur voilà, que le fait que sur un tournoi, c'est très dur d'aller chercher un podium, parce que mathématiquement, en partant du principe que c'est un 50-50, beaucoup de magie, pas beaucoup de magie, vous allez faire 2-2, et en fait votre dernière victoire ça va être un coin flip en fait. Est-ce que vous allez la gagner, est-ce que vous allez perdre? Si vous la gagnez, vous allez être entre le 10, sur un tournoi de 40, entre 10 et 20. Si vous la perdez, vous serez entre 20 et 30. C'est compliqué. C'est ce qui fait que c'est compliqué, et que c'est pour moi l'une des armées les plus dures à jouer en ce moment. Même bien plus que l'homme lézard ou que le Skaven, parce que ça va pas dépendre de votre skill, ça va juste dépendre d'un espèce d'un coin flip au niveau du match-up, quoi. Niveau des elfes noirs, et là, voilà, on a un camarade québécois qui a performé le 15 mars, voilà, avec une petite liste tout en finesse, vraiment du classique de chez classique, de ce qu'on voit chez les elfes noirs actuellement. Le Pégase noir avec la level 4 dessus en illusion, toujours intéressant, les 3 familiers, le petit Homme of Furion, donc voilà, bon petit Gus. Là, ce qui est assez surprenant, c'est le petit Dark Elf Master qui va sur sang-froid. On imagine qu'il rejoint les packs de chevaliers sur sang-froid, même si au final il peut totalement partir en électron libre. C'est un bon petit chasseur d'unités annexes. Le petit dragon qui va bien, on le connaît, avec le Kaelet. Il a fait le choix de ne pas mettre le bouclard. Le bouclier de Gond, donc encore une fois, est-ce que c'est méta? Est-ce que c'est pour des raisons X ou Y? Dans tous les cas, il a mis une arme lourde, donc on sait qu'au corps à corps, le bouclier il servit à rien. Donc voilà, il est peut-être dans une méta où il y a très peu de tirs. Donc il s'est dit qu'il n'avait pas besoin de ça. Au niveau des bases, on est sur du Dark Riders, très très bonne unité pour les parties savonnettes, tout ce qui va très très bien. 2 packs de harpies en spé, un gros pack d'ombre. Là, on voit beaucoup d'unités avec beaucoup d'armées avec 1 ou 2 unités d'ombre. On est assez content de voir un gros pack. Ça permet j'imagine, de charger de temps en temps. Il a mis les armes lourdes. Peut-être simplement qu'il a les figurines des Mengil et c'est pour ça qu'il les joue comme ça. Mais voilà. Et surtout, le choix quand même de garder, c'est les chevaliers sur sang-froid. Une très très bonne unité qui ont comme seul principal défaut la stupidité. Il a fait le choix d'en faire fi. Il s'est pas dit... je vais utiliser la bannière pour la stupidité une fois par game. Je vais aller au bout de la démarche. Écoutez, ça lui a servi, un premier sur 16, 3 victoires. Alors oui, c'est un tournoi que sur 3 games, il y en a dans les tournois qu'on présente. Le but c'est d'être représentatif, si je vous parle que des tournois sur 6 games, en équipe, etc., forcément ça n'a pas vraiment de valeur. Non, moi ce qui me surprend c'est qu'il n'a pas mis sur les chevaliers sur sang-froid la bannière d'Arganet pour augmenter la PA de 1, parce que ça fait en fait des sang-froid qui tapent vraiment bien, les cavaliers, enfin, les montures en plus des cavaliers. Donc c'est assez surprenant, mais pourquoi pas. L'homme lézard, 3 victoires sur 3, 2ème sur 14. Alors notez la flemme totale du bonhomme qui a écrit sa liste à la zob. Avec voilà, un patron sur Carnosaur, 2 petits level 2, dont un sur Stégadon, un petit chef skink sur Stégadon. Donc on est sur une liste gros dino. Vous avez déjà un Carnosaur, 2 Stégadon en personnage. Les bases, forcément, il doit jouer du Saurus. Il joue 7 skinks, il joue des Jungle Swarm. Notez la flemme totale du Ricain, il n'a pas mis les effectifs, on n'a pas les points, donc on ne sait pas exactement les effectifs du truc. 5 Roxygore, des Caméléons, un ancien Stégo en plus, un Troglidon. Donc une petite liste d'Ino assez variée, assez surprenante, pas de slam, pas de trucs comme ça. Mais en attendant, ça fait 3 victoires. Alors j'espère qu'il était plus propre sur table qu'au niveau de la rédaction de la liste. Parce que clairement, là, on ne sait pas ce qu'il a. Enfin, moi, tu me présentes ça, j'ai envie de te dire, ouais, mais attends, tu vas changer tes effectifs. Dès qu'on va faire une game, ça va se passer comment? Peut-être que c'est que les effectifs minimum, et c'est pour ça qu'il l'écrit comme ça. Ou alors, voilà, 7 skirmishers, est-ce que c'est 7 unités de 10? Moi, je pense que c'est ça. 7 unités de 10 et une seule qui aura la règle scout. Bon, ça permet d'avoir une vraie occupation de la table.
C'est dommage dans ce cas-là de pas jouer un slam, aller chercher l'élémentalisme ou l'illusion pour bloquer l'adversaire ou lui mettre -2 à la save avant de le poisonner avec 70 pruneaux. Bon, en attendant, il a fait son taf et donc bien joué à lui. Ok, après une crise d'éternuement dans la tronche plus tard, pardonnez cette légère coupure, alors pour vous c'est presque que dalle. Alors demain j'enregistre avec Noctilite, j'espère que ce rhume va se réduire de fou, parce que si ça continue comme ça et que je peux plus ouvrir les yeux ni respirer, ça va être fandard comme review. Donc par avance Noctilite, si je dois annuler, j'en suis désolé, si je suis même pas en état de te prévenir, vraiment c'est pas volontaire. Du coup, Royaume Ogre, on a un petit cogneur, enfin une liste plutôt punchy qui a fait son taf, encore une fois. Premier sur 40, donc encore une fois, même si le win rate est faible, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas gagner avec une armée. Avoir un truc qui est compris entre 30 et 50% pour du Game Workshop, c'est un miracle. Surtout avec 2 armées qui ont été volontairement sabotées. Bon, j'ai l'impression que l'ogre, c'est juste qu'ils s'en foutent, mais... il y a un monde où l'unité, où l'armée devient un peu plus intéressante très rapidement, donc bon, on en reparlera. Donc, niveau Royaume Ogre, tournoi 40, premier avec 4 victoires, 1 défaite. On a un petit patron sur Thunderstruck avec grande bannière de guerre qui fait son taf, la double 5+, donc la météorique, l'invue à 5. Un petit level 4, trompe la mort avec en magie de bataille et le cookbook de Halflin, donc petite source sympathique de blast. Les 7 ventres durs, donc un gros pack, l'air de rien, on imagine que le Slaughtermaster va dedans. Les 3 boules, il faut une taxe. Les 2 Iron Blaster, les 4 enfants de cavalerie avec le totem cannibale. C'est pas une unité que j'aime beaucoup par rapport au tanking, pour moi c'est juste des ventres durs un peu plus rapides. En spécial, je préfère avoir plus des trucs un peu plus sympas en base. Bon là il a complété ses bases en mettant 162 points de sabre tusk, de croc de sabre. Bon, dans tous les cas, la liste a fait son taf en 2000 points. C'est très dur de jouer ogre malgré tout. C'est très plaisant de le voir sur un podium. Alors là, premier, c'est vraiment le feu, quoi. Ensuite, hop. Au niveau des Skaven, les ratons, on est sur du très standard, ce qui marche le plus. Les 2 level 4, la triplette de coureurs d'égout. Là, il est passé sur 3 x 12 coureurs. Donc voilà, on est sur 3 x 24 tirs, 72 tirs empoisonnés. C'est pour ça qu'on va chercher l'élémentalisme pour mettre -2 à la save de l'adversaire, idéalement. Et le domaine de l'illusion pour placer du mirage miasmatique, donc une unité très forte. On la colle au sol et on la blaste pendant 2 tours si nécessaire. Ça fait vraiment le boulot. On a du double power scroll avec les tokens, donc autant vous dire qu'on est capable de bien y aller pour avoir 2 tours de contrôle. On ne met pas d'invue, on accepte qu'un Skaven qui prend la foudre, il meurt. Les bases, c'est vraiment pareil, du minimum, un pack de 40 guerriers des clans, on va avoir souvent les 3 persos pour protéger, pour servir de source de résolution. Donc on a la grande bannière de supériorité qui file plus de résolution de combat. On a le Skaven Chieftain avec le Caution Shield, donc ça lui fait une sauvegarde à 2+, donc il est capable de se rouler en boule contre un dragon pour gagner à la résolution de combat. C'est tous les tricks très efficaces qu'on a. Alors ce qui surprend, c'est les 2 packs de rats géants. Je préférerais des nuées, mais les nuées coûtent plus cher, donc à mon avis c'est un équilibre qu'il a dû trouver. Très bonne liste de par mon expérience en jouant Skaven. Il n'a pas fait 5 victoires sans rien, 2 sur 16, alors pas beaucoup de monde, mais quand même 5 victoires. Donc vraiment bien joué à lui pour ça. Et enfin, on finit un petit peu que sur la tradition, comme on a eu à la dernière vidéo méta, les Suédois avec du vampire, encore une fois du standard de chez standard, je vais pas vous refaire 30 fois la lecture de la liste, double Mortis, le pack de Blood Knight bien tanky. Là, la petite surprise en fait, c'est qu'on a un petit vampire Thrall à pattes. Est-ce qu'il va dans des zombies, est-ce qu'il va dans des ghouls, etc. en niveau 1 de l'illusion. Un peu surprenant de le voir comme ça. Mais voilà, il fait son taf, le petit porteur de bannière qui permet de relancer la stupidité de la couronne des damnés sur le général Mortis. Et aussi de relancer les invocations, etc. pour avoir 3 repop par tour, donc 2 avec le 2 Noiro et 1 avec le mec normal. Voilà, ça repop, il y a du zombard, il y a du point de vie, il y a l'impact au niveau des Blood Knight. C'est pas des armées que j'aime beaucoup, mais c'est des armées qui performent. Et encore une fois, 5 victoires sur un tournoi à 26. Bon, pas grand chose à dire de plus, quoi. Tout ça pour dire que on y est fini pour cette semaine. Alors je vais faire une intro plus courte que d'habitude. Une outro, pardon, plus courte que d'habitude.
parce que, bah voilà, vous avez commencé à entendre, ça commence à couler, etc. C'est vraiment pas fou. Du coup, merci. Pensez à partager, pensez à commenter. Si vous avez rien à dire, mettez une référence à, je sais pas, Forrest Gump, peu importe. Et faites-vous, voilà, ça nous fait grandement du bien. Pensez à acheter des figurines chez nos partenaires Proxy War, Toilette Conflict Miniatures. Ça nous soutient grandement, même s'il n'y a pas de rétro-commission ou autre. Voilà, vous connaissez un petit peu l'histoire derrière la chaîne. Venez nous voir sur le Discord, venez discuter, venez nous insulter, venez faire tout ce que vous avez envie de faire. Et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.